Frédéric Tadei, Olivier Le Kersauzon. regarde, les hommes changés. Olivier de Kersauzon, bonjour. Bonjour. Vous avez 64 ans, même si personne ne le croit. Vous êtes skipper, navigateur, chasseur de records. Le record du Tour du Monde en solitaire en 125 jours, 19h32 minutes, c'était en 89. Le trophée Jules Verne, c'est-à-dire, vous allez me corriger, hein, mais la meilleure performance de tous les temps autour du globe. C'était d'abord en 71 jours, 14h22 minutes. C'était en 97. Vous l'avez gardé 5 ans. Il a été battu en 2002 par Bruno Perron. Vous avez de nouveau conquis le trophée en 2004 sur Geronimo en 63 jours, 13h59 minutes. En 2005, vous avez battu le record du Tour de l'Australie sans escale. En 2006, le record San Francisco-Yokohama à la voile. Bon, je vais pas tous les citer, il y en a énormément. D'autant plus que dans le livre que vous venez de publier, Ocean Songs au Cherche Midi, vous racontez vos voyages, mais des voyages parfois très longs. Preuve que il n'y a pas que la vitesse qui vous passionne et que parfois même la Terre vous intéresse. Oui, parfois. Parfois, pas souvent? Non, pas vraiment. Et moi, à 20 ans, je voulais découvrir le monde et j'ai vite compris que ce qui était intéressant, c'était de découvrir les océans. Et en fait, j'ai vraiment passé beaucoup de temps sur la mer. Pourquoi les océans plus que le monde? Parce qu'il y a moins de monde? Ben oui, c'est un peu ça. Étonnant. Le monde maritime est un monde formidable. En plus, c'est un monde qui n'est plus regardé. Il y a que tant qu'on naviguait encore à voile, il y avait une vigie, les gens se préoccupaient directement de leur entourage météorologique, c'est-à-dire qu'est-ce que va devenir le temps, qu'est-ce que va devenir la mer. Donc les gens regardaient, parce que regarder, c'est comprendre et anticiper. Et maintenant, sur la mer, les cargos, on regarde des cadrans et les chalutiers regardent des sondeurs. C'est que les gens ne regardent plus la mer. Mais on a l'impression que sur un bateau à voile, qui sont des mécaniques invraisemblables, là, on va en parler, Olivier de Kersauzon, on a l'impression que même sur les bateaux à voile, aujourd'hui, on regarde des écrans. Non, on regarde les écrans pour des raisons techniques, parce que d'abord, qui dit performance dit vitesse, dit mesure permanente, ça c'est une certitude. En plus, cette électronique est une formidable aide à la décision, mais la réalité du métier de capitaine, c'est quand même d'anticiper pour faire la manœuvre au bon moment, parce que la manœuvre faite trop tard coûte cher, et la manœuvre faite trop tôt, elle coûte cher aussi. Donc c'est savoir qu'est-ce qui va se passer dans l'heure qui vient, dans la demi-heure qui vient, dans le quart d'heure qui vient, ou dans 48 heures. Il y a l'information météorologique qui tombe. C'est pas parce qu'on a de plus en plus d'informations qu'elle est meilleure. C'est un peu par cycle. Ce qu'a fait la météorologie autour du monde, quand je dis autour du monde, c'est dans ce que les hommes ont été capables d'appréhender avec les différents modems sur une climatologie qui est quand même évolutive. Depuis 93, la climatologie a changé. Les schémas éoliens ne sont plus tout à fait les mêmes. On peut vraiment dire qu'il y a 1940-93, et à partir de 93, on s'aperçoit d'un changement de système météorologique, d'une vraie évolution. Olivier de Kersauzon, quand vous vous retrouvez à terre, et vous en parlez dans Ocean Songs, à un moment où vous vous retrouvez à Tokyo, et qu'est-ce que vous faites à Tokyo? Qu'est-ce que vous regardez? Vous vous asseyez, vous regardez les gens et vous avez l'impression d'être sur Mars. Alors c'est Tokyo qui vous donne cette impression ou c'est la Terre? La Terre aujourd'hui en 2008? Non, mais la Terre de Tokyo, alors on est sur Mars quand même, parce que ça devient un monde... C'est la défense sur 150 kilomètres. Enfin, c'est un cauchemar. La défense, vous voulez dire un ensemble de tours, hein, comme on en trouve à l'ouest de Paris. C'est un cauchemar intégral. C'est un monde de cauchemar. Voilà, Mais qu'est-ce qui est cauchemardesque? C'est parce que les Japonais aujourd'hui portent des cheveux peroxydés, les filles ont des ailes dans le dos. Ça, c'est plutôt sympa. Mais non, ce qui est cauchemardesque, c'est un monde sans nature, quoi. C'est le monde urbain au sens propre du terme. Et l'urbain est rarement une joie, pour moi, tout au moins. Vous constatez également que le monde était, encore il n'y a pas si longtemps, européen, et qu'il ne l'est plus. Oui, c'est vrai, c'est que il suffit de regarder les compagnies aériennes qui desservent le monde. Aujourd'hui, les compagnies françaises et anglaises qui ont été les compagnies des découvreurs de l'aviation. Dans les Air France était la compagnie qui avait le plus grand nombre de destinations au monde. Et bien aujourd'hui, c'est... si on veut aller en Australie, c'est pas avec Air France. Ce sont les compagnies du Moyen-Orient. C'est que les Européens n'ont plus la main mise sur le voyage dans le globe, donc ils n'ont plus la main mise sur le globe, c'est tout. Et vous le regrettez, ça?
Non, moi je regarde, j'ai pas de vrai regret, à vrai dire, je regarde ce qui se passe, j'ai pas de... N'ayant ni agi pour que les Européens restent dominateurs, ni fait l'inverse, je regarde, ça me fait pas de chagrin. Ça me fait un peu de chagrin, par contre, de voir que les Européens croient encore qu'ils sont les Macs. Ça, c'est un peu gênant, on dit, qu'ils ont bien regardé le monde, ce que le monde est devenu autour d'eux. Et les Européennes, est-ce qu'elles bénéficient toujours de ce prestige qu'on a longtemps accordé à la femme blanche? Même à l'époque, on ne l'accordait plus à l'homme blanc. Vous voulez parler de ce qu'elles sont, c'est vrai que quand on retraverse Paris, là, moi je suis à Paris depuis 4 jours, on est quand même très agréablement surpris de l'extraordinaire élégance de la moyenne des Parisiennes et avec rien, quoi. Ça, c'est formidable. Est-ce que la mer a changé? Le monde a changé, sans aucun doute. On va en parler, Olivier de Kersauzon. Mais la mer elle-même, est-ce qu'elle a changé? Ben, je sais pas. Je pense que c'est un monde qui évolue parce qu'on a des systèmes météo qui sont évolués. Mais aussi, ce qui est de merveilleux, c'est qu'il y a quand même toujours l'impression sur mer. C'est pour ça que j'ai voulu un peu raconter les océans. C'est que, comme plus personne ne les visite vraiment, ne va pas plus. Il faut vraiment avoir les bateaux qu'on a nous pour prendre les chemins de traverse, faire les convoyages qui permettent d'emmener à un point où on veut battre un record. Et je crois que cette mer, non, elle a assez peu changé. Enfin, j'ai pas assez vécu pour dire qu'elle a changé, vraiment. Mais ce qui moi m'a fait plaisir, et me fait plaisir aujourd'hui, c'est que je suis toujours sensible à cette forme de magie, quoi. C'est prenant, c'est beau, c'est intéressant, c'est formidable. Et en plus, quand on a la chance de faire un sport mécanique dessus, un sport de vitesse, et que ce sport mécanique a une contrainte qui vous oblige à regarder autour de vous, on a des plaisirs intenses et immenses à regarder cet océan. Ouais. Olivier de Kersauzon, dans Ocean Songs, vous nous racontez à quel point vous avez toujours voulu vous évader, vous tailler, faire le mur. Aujourd'hui, à 64 ans, qu'est-ce que vous avez trouvé derrière le mur? Qu'est-ce qu'il y avait de si intéressant? Moi, jusqu'à l'âge de 18-20 ans, j'étais au collège, c'était pas drôle. Et depuis une quarantaine d'années, comme vous avez eu la délicatesse de rappeler mon âge 6 fois, si vous le dites encore une fois, je vais vous en faire 10 de plus, moi, mine de rien. C'est vous qui les aurez les 10 de plus, parce que je vais me fâcher. Non, je déconne. Non, ce que je veux dire, c'est que moi, je prends un plaisir immense. Ouais. Ce monde me fascine toujours, m'intéresse. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière le mur, ce mur que vous avez franchi, vous êtes parti, qu'est-ce qu'il y a que nous ne connaissons pas? Mais je sais pas, moi, tenez, je suis pas un gourou qui va vous dire allez voir quelque chose. Non, je me contente de dire dans Ocean Song, moi j'ai eu la chance de pouvoir naviguer pendant 40 ans presque sans interruption, et j'ai pris un plaisir immense. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a? Pour moi, il y a eu un plaisir immense à être sur. Alors je vais poser la question autrement. Très souvent, on nous dit que la planète est devenue toute petite, et vous-même d'ailleurs parfois vous dites la planète a rétréci. Ouais. Et pour autant, on se dit vous devez la trouver très grande. La voile, elle est encore grande. La voile, elle est encore grande. Un exemple, c'est en monocoque, mais c'est quand même des bateaux qui vont vite. Le Vendée Globe qui va partir à la fin de la semaine, là, ils reviennent dans 3 mois. En monocoque, vous l'avez fait 2 fois le tour du monde, si je me souviens bien, en monocoque. Hein. Mais depuis, c'est en multicoque, parce que c'est un peu plus... C'est plus rapide. Non, c'était vachement intéressant. C'est le bateau dangereux par excellence, plus rapide, plus nerveux, donc plus intéressant de chercher à développer les multicoques que les monocoques, pour moi, tout au moins. Le voyage s'est démocratisé au cours de ces 40 dernières années. Est-ce que l'évasion, pour autant, s'est démocratisée? Je sais pas, comme l'ensemble du monde circule de plus en plus, donc moi il m'est arrivé de temps en temps de me trouver en face de ces conséquences de monde qui circule, et j'ai regretté les comportements des circulants, voilà. On se conduit pas toujours très bien? Je pense que voyager, c'est arriver chez l'autre. Arriver chez l'autre, c'est faire attention. Regarde les ondes changer sur Europe 1. Frédéric Tadei. Olivier de Kersauzon, dans la famille aristocratique qui est la vôtre, on respecte la tradition et généralement on épouse le métier des armes. Nombre de vos ancêtres, mais même vos oncles ont été dans l'armée, vous y avez échappé. Comment avez-vous fait? Est-ce que ça a été difficile d'abord? Non, c'était très net, comme il n'y avait plus de guerre. Moi je suis né en 44, comme vous aviez la délicatesse de le rappeler. Donc moi j'ai vu, c'est qu'on est petit, on voit
Pensez à ce que vous avez vu il y a 5 ans. Vous vous souvenez vachement bien, c'est que 5 ans, c'est rien dans une vie. Donc, si on est en 44, en 50, on a 6 ans, et la France, elle est très loin de s'être relevée des misères de la guerre. Donc on voit un pays, mais ravagé, des villes entièrement détruites, des panneaux, on voit des panneaux entiers de maisons debout encore avec les papiers peints à tous les étages. Je parle de Brest, je parle de Nantes, des villes où j'ai été quand j'étais petit. Donc on a un souvenir qu'on arrive dans un monde qui a été excessivement bousculé, quoi. Mais qui pourrait l'être encore, puisqu'en 1950, il y a la guerre de Corée, et on a tous peur de la Troisième Guerre mondiale. Qui pourrait l'être encore. Donc on vit sous une certaine forme de tension. Hein, et puis on a la guerre d'Indochine auquel participent les Français, on a la guerre d'Algérie qui commence, et qu'on a l'impression que ça fait 20 ans, et que de 1918 à 1939, il y avait 21 ans. Hein, donc que ça devrait revenir logiquement. Et puis tout d'un coup, on se rend compte qu'on a changé de monde ou de forme de société, et que moi, c'est encore l'époque du service militaire obligatoire, et que donc moi je prépare le service militaire pour le faire dans des corps d'élite de préférence, et puis tout d'un coup je m'aperçois que c'est plus la peine, je fais mon service militaire quand même. Sur le Penwick, hein, si je me souviens bien, le bateau de Tabarly. Oui, mais à ce moment-là je me fais verser dans la marine, parce que au moins dans la marine je vais servir mon pays, puis je vais me servir moi-même aussi, parce que je vais me régaler, alors que j'avais plus rien à foutre dans un régiment de parachutistes à Toulouse ou ailleurs, quoi. C'est pour ça. Restons sur les valeurs aristocratiques. Vous dites à un moment dans votre livre, Olivier de Kersauzon, que ce métier, vous le faites non pas pour gagner de l'argent, mais pour gagner de l'honneur. L'honneur, ça, c'est une valeur aristocratique. Je crois pas. Non. L'honneur, moi j'ai vu de l'honneur dans bien d'autres métiers que le mien. Moi j'ai eu la chance, puisqu'on construisait des bateaux en tant qu'armateur et d'être dans les chantiers navals, moi j'ai vu l'honneur des tourneurs fraiseurs qui font les pièces magnifiques, et il y a qu'eux qu'on le doigté, parce que s'ils n'ont pas une machine à plasma et les gens savent pas le faire, moi j'ai vu l'honneur des artisans. Qu'est-ce que c'est l'honneur pour vous? Parce que c'est quelque chose dont on parle plus tellement. L'honneur, c'est s'appliquer à bien faire, voilà. Hein, qu'est-ce que c'est que l'ambition? On est obligé de faire, de toute façon, pour travailler et vivre. Et il y a des gens qui, spontanément, ou parce que c'est un choix intellectuel, qui décident que eux, ça sera bien et ça sera très bien fait. Et cet honneur-là, on le retrouve dans plein de choses, chez plein de gens. Des gens qui ont le goût sans le dire, sans le formuler, sans peut-être même y penser, dans la proposition intellectuelle que moi j'ai souvent fait aux équipes que j'ai dirigées, et si on essayait d'être parfait, voilà, on ne le sera pas, mais si on essayait, si on se disait que on allait se donner du mal pour exceller dans ce que l'on fait. Alors y a-t-il des valeurs que vous partagez encore aujourd'hui, et que vous devez à cette éducation dans une famille aristocratique? Non, mais c'est des valeurs qui sont, à mon avis, très partagées par plein de gens. Une certaine forme de combat, de droiture, d'application, de loyauté, voilà, des choses. Le devoir, ça compte pour vous? Dans les devoirs qu'on s'est fixés, oui, c'est l'engagement de pas raconter n'importe quoi. Et si on dit qu'on va faire quelque chose, se donner le mal pour le faire, non? Je sais pas, j'imagine. Oui, j'aimerais bien que vous me disiez oui, monsieur, plutôt que je ne sais pas, j'imagine. Oui, monsieur. Bon, voilà. Vous progressez doucement. Vous faites, Olivier de Kersauzon, un métier dangereux. Qu'est-ce que c'est qu'un skipper, d'ailleurs? Expliquez-nous, parce que j'ai dit que vous étiez un skipper, et on dit souvent que vous êtes un skipper d'exception, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est qu'un skipper? Un skipper, si vous voulez, un bateau en course ou un bateau en record, c'est un programme. C'est-à-dire, on va réussir à faire un parcours météorologique, un parcours maritime avec un outil, et faire en sorte que on va se battre contre un chronomètre. Donc, en face de ça, il faut aligner un certain nombre d'exigences et de qualité. Exigences dans le sens que il faut aller plus vite que tout ce qui a été fait, et de qualité, c'est l'application de chacun. Et le rôle du patron, du skipper là-dedans, c'est d'organiser le travail collectif. C'est tout. Quand on est en équipage, c'est un vrai travail d'équipage. Donc, c'est de faire en sorte que chaque membre de cette équipe puisse s'exprimer au mieux en fonction de son talent et apporter à tous, parce que ça, le meilleur, donc le résultat. Et le résultat ne sera que la compilation des efforts collectifs. Ce qui fait aussi une certaine bascule hiérarchique, c'est-à-dire que puisqu'il y a une masse de travail à faire, vous pouvez vous passer 6 heures à la table à cartes, 8 heures sur le pont, et s'il y a les fonds à nettoyer, vous allez nettoyer les fonds, parce que
Nous ne sommes que faits pour ça. Il n'y a pas de hiérarchie dans le travail. Il y a une spécialisation, parce que voilà, un chef de car va penser à gagner la minute, et vous allez penser en naviguant à où est-ce que je vais les positionner demain en fonction du système météorologique. Mais ça doit toujours rester dans le fait que c'est un effort collectif. Il n'y a pas de tâche humble. Dans les efforts de gens dans le milieu isolé, comme sur un bateau, il n'y a pas de tâche humble et de tâche noble. Il y a l'ensemble des tâches. Néanmoins, Olivier de Kersauzon, vous avez été le second d'Éric Tabarly pendant 10 ans, puis vous êtes devenu capitaine à votre tour. Il n'y a pas de hiérarchie, mais là, quelle est la différence entre être second et être capitaine? Elle est quand même énorme. Ouais, alors, si on parle de la jouissance au quotidien, c'est plus sympa d'être second, parce que en fait, on n'a qu'à jouer avec le bateau, qu'on fait du quart, on se défonce durant le quart, et après on est off, puisque c'est un autre quart qui vient. Dans le métier de capitaine, il n'y a jamais personne pour vous remplacer, donc vous êtes jamais off. On dort jamais vraiment. Mais non, jamais. Mais d'un autre côté, dans le capitaine, il faut bien qu'à un moment donné, quelqu'un organise le travail, organise le système. Alors il y a la jouissance d'organiser ou d'amener... Ouais, la décision est importante, je crois. La concentration de la décision, il y a une entrée en navigation qui est très forte. Qu'on n'est jamais off, mais d'un autre côté, c'est parce qu'on n'est jamais off qu'on va être bon. Les bateaux ont énormément changé en 40 ans, Olivier de Kersauzon. Quand je crois que c'est Éric Tabarly qui vous disait, moi je passerai jamais le Cap Horn sur un multicoque. Vous l'avez fait 5 fois, je crois. Alors qu'il avait fait un multicoque, Penduic 4, qui était à l'époque avec Allègre, mais qui était en plus d'une grande intelligence. Moi, j'ai passé 2 heures avec Allègre, l'architecte de Penduic, il y a de ça 2 ou 3 ans. Et il y avait déjà tout dans ce bateau. On n'a fait qu'améliorer, mais il y avait déjà tout. Il y avait déjà une énorme compréhension de ce futur maritime. Vous avez été l'un des premiers, vous, à construire un multicoque et à y croire. À une époque, c'était très risqué. Et or, c'était les bateaux de l'avenir, puisque depuis 25 ans... Intellectuellement, c'était pas très risqué. Hein. Eric en avait fait un. Non, c'était très risqué financièrement, j'entendais. Oui, mais ça, le risque, les risques sont faits pour être pris. Si on fuit les risques, on progresse pas. Oui, donc, mais en même temps, vous savez bien que ça peut vous coûter cher, ça peut vous coûter votre carrière. Mais oui, ça peut vous coûter des hommes aussi, parce que ça peut avoir des accidents. Oui, mais attendez, il faut quand même aussi prendre... ça, c'est un axiome, c'est les risques sont faits pour être pris. C'est même biologique, c'est l'histoire du monde. Les gens qui refusent de prendre des risques ne progressent pas. En plus, c'est aussi l'intelligence. Vous savez, le risque choisi est beaucoup moins dangereux que le risque subi. On nous parle en permanence, dans la société que nous partageons, on nous parle en permanence de nous protéger, de nous assurer, de ceci et cela. Le principe de précaution. Ouais, les mecs qui se passent le temps se foutent de notre gueule, parce que le résultat, c'est que ils vous assurent contre quoi? Et ils nous ont assuré sur le crack, là, les professionnels là, de la tchatch qui depuis des années nous expliquent l'économie à longueur de temps. Il faut raconter quoi, là? Et en fait, on s'aperçoit une fois de plus que c'est le risque subi qui est dangereux. Le risque choisi, l'intelligence permet d'anticiper et de parer le coup. Le risque subi, ça arrive comme une lame de rasoir dans le dos, et les gens savent plus. Écoutez les discours des différents ministres des Finances, c'est des gens aux abois, c'est pas des gens sûrs de leur pilotage. Tous les samedis sur Europe 1, 10h, 11h. Regarde les hommes changer. Justement, Olivier de Kersauzon, vous parlez du crash boursier, de la crise économique. J'imagine que dans un métier comme le vôtre, la navigation, mais de course, le contexte économique doit avoir une influence considérable, et ce depuis toujours. Est-ce qu'on peut imaginer, parce qu'il y a une crise économique aujourd'hui, que ça va être moins facile pour vous? En tout cas, qu'en général, il y aura moins de records qui vont tomber. C'est ceux qui sont construits et armés en ce moment vont, j'espère, pouvoir continuer. Mais c'est votre cas. Oui, moi je suis en ce moment on est off, nous on a les bateaux à sec et il va falloir faire le gros dos. Hein. Mais le bateau existe. Ouais, mais enfin le bateau faut le nourrir quand même. Hein, pour armer, ça coûte une fortune. Donc nous il va falloir qu'on survive là-dedans. Mais il y a aussi une réalité, c'est qu'on est quand même parce qu'on est issu de ce monde et de sa technologie, de son savoir, de son intelligence et de son argent, on est aussi complètement solidaire de ce qui se passe à terre. On peut pas. Je crois que nous, les humains, marins inclus, il va falloir faire le gros dos, le dos rond pendant un certain temps. On le fera. Ça a l'air de vous amuser. Non, ça m'amuse pas, mais
faut prendre les choses de gaieté de cœur, sinon on va se suicider à la crème de marron demain matin, ce qui me paraît pas tout à fait intelligent. On imagine toujours la voile comme quelque chose qui date de toujours, qui a toujours existé. On n'imagine pas que c'est devenu un sport mécanique, un sport de haute précision où les matériaux sont très importants et le choix des matériaux, j'imagine, a été déterminant dans votre carrière de navigateur. Oui. À un moment donné, il n'était possible de faire des progrès en multicoque que si on trouvait autre chose que l'aluminium. Hein, l'aluminium a des propriétés de légèreté et n'a pas de propriété d'élasticité mécanique. Hein. C'est un matériau qui, à l'effort, passe vite à ce qu'on appelle l'écrouissage. Vous avez tous pris un morceau d'aluminium, vous le tordez, vous regardez la cassure, la structure moléculaire n'est pas la même que si on avait scié à l'endroit où c'est cassé. Donc, c'est à ce moment-là que moi, j'ai fait le glissement de technologie avec la division hélicoptère de la SNIA, c'est Xavier Joubert, un mec de l'armement, qui était l'architecte constructeur de Penwick 6. Ensemble, on a fait le glissement de technologie, la division hélicoptère de la SNIAS. On a été les premiers au monde à mettre les composites cuits sur l'eau, quoi. Et heureusement qu'on l'a fait, parce que sinon, je pense que les bateaux continuaient à casser de tous les côtés. Hein. Puis après, on a fait évoluer les carbones et ainsi de suite. Hein. Je crois que vous vous intéressez beaucoup aux voitures, vous le dites dans Sound Song, hein, on vous voit admiratif devant l'inventeur de l'essuie-glace. Est-ce que pour autant vous les conduisez? Est-ce que c'est une passion? Non, j'ai jamais eu le temps ni les moyens, mais j'adore. C'est la même chose pour vous. Oui, j'adore la mécanique appliquée. C'est-à-dire que c'est vrai que si vous êtes dans un musée automobile, vous allez voir au fur et à mesure tout ce qui a été pensé, quoi, d'Amédée Bollé en passant par Citroën et tout. Les Renault, la boîte, les gens ont inventé et l'intelligence appliquée. C'est ça la vraie belle intelligence. Que le raisonnement fumeux, c'est à la portée de tout le monde. Et moi, j'adore cette liaison qu'il y a entre le bureau d'études et l'atelier. Est-ce que ça veut dire que vous n'aimez pas beaucoup les intellectuels? Le raisonnement fumeux, dites-vous, est à la portée de tout le monde. Je les aime pas beaucoup. Vous avez préféré les ingénieurs? Oui, je préfère les ingénieurs aux intellectuels. Ouais. Non, les intellectuels, c'est mignon, mais c'est souvent pas très intéressant. Vous lisez des livres quand vous êtes en mer? Ah oui, oui, parce que les journaux, ça serait difficile. Non, les livres en mer, non. Quand on navigue, non. Non. Non, à terre, oui. À terre, oui. Et vous lisez qui à ce moment-là? Vous lisez les romanciers? Vous lisez Pierre Loti? Vous lisez Jack London? Pas du tout, non. Non, je lis ce qui me tombe sous la main. Pas mal de. Quand je suis à terre, j'ai pas mal la vie des gens, les vies de Churchill ou des choses comme ça, des trucs. Les biographies. Les biographies politiques ou je lis un peu tout ce qui me tombe sous la main. Je suis très éclectique, moi. Je commence un livre, c'est vrai qu'il peut me tomber des mains. Et s'il me tombe des mains, je ramasse pas. Mais j'aime bien un peu. J'ai lu des bouquins complètement improbables pour moi en lecture, des trucs j'ai pas les noms sous le bout de la langue, mais d'écrivains français célèbres qui cartonnent, Amélie Nothomb ou des noms comme ça. J'ai lu par hasard et j'y ai pris de grand plaisir, donc, mais j'ai pas de... Mais je lis quand vraiment j'ai rien d'autre à foutre, quoi. Je ne me précipite pas pour lire, mais en fait, comme je dors pas, je finis par lire pas mal, ouais. Il y a deux incontournables dans votre métier, Olivier Kersauzon. Il y a les sponsors, parce que c'est eux qui vous payez vos bateaux, et puis il y a les officiels, il y a les organisateurs des courses. Comment vous arrivez à négocier avec les uns et avec les autres? Les sponsors, c'est en général assez simple. Hein, quand les gens ont le niveau intellectuel de mener une boîte qui est au 440, la discussion, elle ne dure pas 5 heures. Hein. Mais il faut les séduire. Je me souviens de vous, à une époque, vous traquiez, je sais plus qui c'était, mais vous avez fini par le faire céder, mais vous le disiez dans les journaux, vous étiez intéressé à cette entreprise-là. Ah non, je ne dis jamais avant. Ah, alors j'ai dû Vous connaissez un chasseur qui va mettre dans les bois une affiche, le sanglier Monsieur Marcel, escalier coin du bois, et pris de se présenter à 18h, vous foutez de moi. Ça aurait eu du panache, bon, disons, en tout cas, vous les traquez, vous le reconnaissez vous-même. C'est comme un sanglier. Non, mais vous regardez, mais vous les tirez pas. Vous leur permettez de démontrer que leur entreprise a des qualités d'exigence, de performance et de sport. C'est pas de la traque. Et alors les officiels, les organisateurs, vous êtes souvent heurtés à eux? Pas du tout. Non? Pas du tout. Moi, le dernier officiel avec qui j'étais en discussion, j'étais son conseiller, c'était Michel Éténon,
la route du Rhum il y a 26 ans. Le reste du temps, je jamais... Vous les ignorez, vous voulez dire? Non, mais nous, dans les records, on a toujours eu des lois qui étaient faites par les skippers et qui étaient chronométrées par un système qui nous appartient ou presque. Donc, c'est une légende. Moi, j'ai jamais été en lutte contre n'importe quel officiel et tout. Je trouve que c'est très agréable de pas en avoir sur le dos. Le sport, il n'a pas besoin d'avoir toutes ses utilités de 5 dernières minutes habillés avec des brassards ou des trucs où il y a marqué officiel et qui servent uniquement à se faire reluire eux-mêmes. Hein, un départ de course, c'est quoi? C'est un coup de canon sur une ligne. Il suffit de 2 observateurs. À une époque, on voulait bouger la ligne, par exemple, on voulait la mettre en pleine mer. Je me souviens que vous étiez pas d'accord. Vous disiez, mais c'était pas des officiels, c'était des souhaits de Titouan-Lamazou. Titouan-Lamazou, du trophée Jules Verne. Et il y avait déjà un historique que les départs couraient, les tours du monde que Monet et moi, on avait commencé, et fini, et réussi, il commençait de la rade de Brest. Donc, après, c'était des branlettes pour faire de l'international, ça servait à rien. Mais alors maintenant, la ligne, elle est là-bas. Mais ça aurait été mieux qu'elle soit à la sortie du Goulet de Brest. Qu'à ce moment-là, si vous n'êtes pas dans l'hélicoptère du sponsor, vous voyez pas l'arrivée. Dans le Goulet de Brest, en marchant à pied, vous pouvez regarder l'arrivée. On n'a peut-être pas les mêmes préoccupations, mais moi, je trouve que ce sport, il faut faire participer le plus de gens, même s'ils n'ont pas les moyens d'être dans l'hélicoptère du sponsor. Et c'était joli de faire l'entrée du Goulet de Brest. C'est vrai qu'à l'époque, je me suis battu pour ça. Mais c'est un combat que je renie pas. Et j'avais raison. Parce que une arrivée de course, faut tout le monde puisse voir. C'est tellement beau un bateau qui rentre. C'est une tellement belle histoire. Alors ça va se passer au loin, et puis après les autres auront les miettes du plaisir. Je trouve pas ça bon. Quand on a gagné, quand vous avez gagné le trophée Jules Verne en 1997, quand on revient, on repose le pied à terre, on met longtemps à s'acclimater. Pour nous, c'est pas drôle, parce que jusqu'au moment où vous avez mis le bateau à quai, vous n'êtes pas off. Hein, parce qu'il faut pas rater la manœuvre. Oui, ce serait bête d'arriver dans la rade Non, mais c'est vrai, c'est compliqué. Et dès que vous avez mis le bateau à terre, les moins de footballeurs, après 2 heures de match, ils ont 20 minutes, on leur fout la paix dans les vestiaires. Là, ils sont dessus, sur vous immédiatement. Ah, maintenant, même les footballeurs, on va les traquer dans les vestiaires. Oui, mais ils viennent pas de faire 55 jours d'isolement. Donc, c'est jamais des bons moments. Les bons moments, ils viennent après, quand vous avez passé toute cette séquence de contact public, que vous faites de bon cœur, parce que c'est aussi le seul moment où vous allez pouvoir rendre à ceux qui vous ont donné et permis de partir du bonheur, quoi, de partager leur joie de vous voir arriver. Mais supporters, les sponsors... Vous êtes content 3 jours après, quand tout ça est fini, là, tout d'un coup, vous êtes dans la nature, et vous dites, ah, on l'a, c'est à nous. Ouais. Frédéric Tadei regarde les hommes changer sur Europe 1. Olivier de Kersauzon, on a le choix entre aller en mer tout seul ou en équipage. Vous avez couru en solitaire, vous avez couru en équipage. J'imagine que c'est 2 choses totalement différentes. Ouais. C'est profondément différent. L'équipage, ça a un côté formidable quand ça marche bien, et ça marche bien évidemment. C'est ce moment assez unique où un groupe d'hommes, parce qu'ils donnent au fond le meilleur d'eux-mêmes tous, c'est de l'excellence collective. Et ça, c'est pour un patron, c'est plus que beau, c'est très émouvant. Dans le sens, c'est les hommes, c'est ce que nous sommes tous dans notre meilleur. Et ça a une élégance et un panache, c'est une beauté de valeur humaine formidable. Vous dites toujours un groupe d'hommes, il n'y a toujours pas de femmes sur les bateaux d'Olivier Kersauzon. Vous aviez dit pourquoi? Vous dites quand il y a une seule femme, ils vont tous se déchirer pour la voir. Non, c'est pas ça. Je crois qu'il faut être un peu sérieux. Et là, vous me posez la question d'imbécile de radio et que vous auriez pu éviter, parce que jusqu'ici, votre interview était cohérent. Ce que je veux dire, c'est que les sports, ça se fait par groupe. Dans une équipe de rugby, il n'y a pas de femmes. Ou il y a des femmes qui jouent au rugby. Dans une équipe de foot, il n'y a pas de femmes. Non. Je vois pas pourquoi dans une équipe masculine embarquée sur des bateaux, il y aurait des femmes. C'est-à-dire que, d'abord, il y a un problème simple qui est le problème de masse musculaire. Il y a eu des équipages féminins embarqués sur des bateaux, sur des problèmes, sur des trucs comme le trophée Jules Verne. Ça n'a pas abouti, mais elles étaient 15 femmes là où il fallait 11 hommes. C'était uniquement un rapport de masse musculaire, de même que un lion en face de 2 hyènes, il commande, un lion en face de 3 hyènes est obligé de s'en aller, un lion en face d'un hyène, c'est le hyène qui s'en va très vite. C'est uniquement un rapport de masse et de poids. Donc, et puis après, le fait le regard que nous, on a tous sur le sexe opposé, c'est-à-dire que, si on avait une femme dans une équipe, on aurait tendance soit à la surprotéger, en cas je parle dans un truc à risque, soit la surprotéger,
soit une femme ne pourra jamais être un homme dans le sport qu'on pratique. Je dis pas embarquer sur sur les cargos, tout ce que vous voulez. Dans le sport qu'on pratique nous, moi je vois pas de mixité d'équipage heureuse possible. Bon, c'est tout. Donc c'est pour ça, pas de femmes. Si c'est long terme, si on faisait des parcours genre tour de l'Europe, où on se débarque tous les 2 ou 3 jours, je pense que ce serait intéressant d'avoir des femmes à bord, parce qu'elles ont souvent celles qui sont bonnes en navigation, et il y en a quelques-unes, ont souvent une intelligence féminine de la mer, très réelle, très différente de l'autre parlant. Quand Florence Artaud gagne la route du Rhum, elle la gagne en pilotant tous les routeurs. Moi, je travaillais pour Thalassa à l'époque. Tous les routeurs disaient, faut pas être là, je sais pas quoi, tout, l'intuition, la connaissance du métier. Elle est passée par des endroits où les hommes ne seraient pas passés. Je crois, ouais. Et c'est pas un accident non plus. C'est-à-dire que c'est une capacité de performance, c'est une vraie intelligence féminine. Les femmes, le cerveau étant sexé, les femmes ne regardent pas les choses de la même manière que nous. Ça, vous avez dû vous en apercevoir depuis le temps que vous traînez, petit cochon, hein. Eh bien, c'est comme ça. Les femmes ne voient pas les choses comme nous. Donc, c'est très intéressant quand elles ont un regard sur le monde maritime. Mais c'est pas compatible avec des équipes lourdes sur des trophées dans le Verne. Néanmoins, quand on est en équipage et qu'il n'y a que des hommes, j'imagine qu'on s'aime et qu'on se hait. Comme dans toutes situations où on est comme ça, enfermé quelque part. Ça, c'est très faux. Parce que dans les équipes professionnelles d'aujourd'hui, ça peut pas exister. Les gens sont là pour courir. C'est la notion de discipline et de performance. Et puis un équipage, ça s'auto-sélectionne. Il y a toujours un noyau dur ce sont eux qui cooptent les gens avec qui on naviguait. Avec l'aval du patron, mais c'est eux quand même qui cooptent. Donc, il n'y a pas de tant que ce métier, il y a eu des amateurs dedans. Donc, on s'est trouvé avec des gens qui venaient chercher des choses qui n'existaient pas. Hein. Mais depuis que ce métier est vraiment professionnel, il n'y a plus. Et de toute façon, les meilleurs gardiens de tout ce qui pourrait être fantaisiste dans un équipage, c'est les membres de l'équipage que vous avez depuis longtemps. Ils font le tri. Il y a pas du tout il y a plus aujourd'hui de possibilité de haine ou je sais pas quoi. Il y a que la possibilité rien qu'à l'entraînement, ça se voit. Et il y a la possibilité de coopérer ou de partir. Et en général, ça coopère bien. Je le disais, et tout le monde le sait, c'est un métier dangereux, c'est un métier où l'on meurt. On peut avoir peur pendant combien de temps quand on est Olivier de Kersauzon, qu'on est capitaine? On peut être vraiment stressé pendant 10 jours. D'affilée, comme ça, sans que la peur retombe. Ah non, vous dites le stress, vous. Oui, mais enfin, c'est sort of, mais ça se ressemble quand même. Sur le dernier tour du monde de Geronimo, nous on s'est fait prendre au sud de... Oui, sur les îles Macquarie. Pas du tout. Non, vous voyez l'Australie. La Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, vous descendez plein sud, vous arrivez par 53-54 sud, au début de ce qu'on appelle la mer de Ross, il y a un décrochement dans la calotte, et on peut aller très sud à cet endroit. C'est le moment où on peut descendre vraiment sud. Et dans cet endroit-là, nous on s'est fait prendre... par du très mauvais temps pendant 11 jours d'affilée, quoi. Et on pilotait de la survie. C'est ça qui est terrible, c'est que on peut se retrouver à la limite de ce que le bateau est à même d'encaisser. Et souvent, les conditions très dures, elles durent 2, 3, 4 jours, et vous avez le temps de ressouffler. Et là, c'est 11 jours non-stop. Et c'est vrai que c'est à voir pour un patron et un équipage. On voit le bateau se détériore pas trop parce que le matériel est bon, quoique. Mais l'équipage, toute l'équipe que nous sommes, se détériore. C'est que le manque de sommeil, la fatigue et le stress fait que notre potentiel physique et intellectuel diminue de jour en jour. Et ça, c'est très angoissant parce que on sait que s'il y a une faute, elle sera une faute humaine à un moment donné. Donc ça demande d'avoir beaucoup d'expérience, beaucoup de nerfs et beaucoup de chance à mon avis. Quand on casse, et ça vous est arrivé comme à tous les marins, justement, on doit se poser la question, est-ce que c'était de ma faute? Est-ce que c'est une faute humaine? Et du moins, est-ce que c'est ma faute à moi? Est-ce qu'on rejoue la partie un peu comme un joueur d'échecs qui se dit à quel moment est-ce que j'ai perdu? Je pense qu'un skipper qui casse, c'est que il s'est trompé sur l'analyse de ce que devait être où soit le bateau à la construction. Or aujourd'hui, il n'y a pas un skipper qui n'est pas à la construction de son bateau et qui ne dirige pas la construction, s'il connaît ce métier. Et aujourd'hui, un bateau qui casse, c'est un skipper qui s'est trompé, oui. Ça, c'est sûr. Les temps morts, il y en a de nombreux dans une carrière de marin, vous en avez eu comme tout le monde, parfois très longs. Est-ce qu'on se dit, comme les acteurs ou les actrices parfois, peut-être que je ne repartirai jamais, peut-être que les acteurs se disent toujours ça, peut-être qu'on ne me rappellera jamais. Est-ce que vous vous êtes posé cette question-là? Non. Vous avez toujours été certain qu'à un moment vous alliez repartir sur un bateau? Ouais, j'ai toujours fait en sorte de. Moi, j'ai fait plein de métiers dégoûtants, comme
Vous venez de le signaler, mais j'ai des métiers comme le vôtre et tout, mais je les ai faits avec... Vous avez même écrit pour un homme politique, paraît-il, à un moment, ces discours, c'est vrai, ça? Non, jamais écrit de discours pour un homme politique, hein. Faut rigoler, j'ai l'impression que c'est vrai. Si. Non, vous êtes sérieux. Je vous le dirai, non. Vous avez été photographe. Mais c'était des boulots annexes. Mais j'ai bien aimé les faire aussi, parce que il y en a qui m'ont permis d'entretenir mon armement, de continuer à conserver mon équipage et tout ça. C'est pas honteux, c'est pas... Mais j'ai toujours fait tout ce que j'ai fait à terre, depuis 40 ans, j'ai toujours fait dans l'esprit de retourner naviguer. Et toujours fait dans le but d'aller naviguer. Donc je savais que j'y arriverais. De toute façon, j'ai jamais été... Ça a parfois été un peu long, parfois pas trop drôle, mais ça a toujours marché. Et est-ce qu'on se dit, à un moment, il faudra que j'arrête? Ouais, ça c'est des trucs d'intellectuels, ça. Bah non, moi j'arrêterai quand j'aurai envie d'arrêter. Jusqu'à 11h sur Europe 1. Frédéric Tadei. Olivier de Kersauzon, vous avez fait, comme vous venez de nous le rappeler, un métier aussi odieux que le mien. Vous avez fait de la télévision, vous avez fait de la radio. Vous y êtes révélé un génie de l'improvisation. Vos tirades extraordinaires avec quelque chose de l'écriture automatique, des surréalistes. Cet art de la conversation vous vient d'où? De mes silences, vraisemblablement. Je me disais que ça pouvait être de votre famille. Vous étiez 8 enfants, je crois. Mes silences. D'où la nécessité tout à coup de faire des phrases très longues, interminables. Non, mais envie de se marrer. C'est-à-dire que j'ai comme tous les gens qui n'ont rien à dire, tant qu'à dire quelque chose, on va sortir quelque chose de marrant. Moi, je sais que j'ai rien à dire, puisque ce que j'écoute souvent n'est pas intéressant. Donc j'essaie de faire en sorte que de faire... et puis c'est un joli cadeau qu'on peut faire à l'autre, le faire rire. Je pensais que c'était un joli présent. Alors moi, je peux pas, je joue pas d'instrument de musique. Je peux pas être charmant, mais c'est vrai, je peux être marrant, hein. Et vous avez, pratiquement, vous êtes présenté sous un jour qui était tout à fait original, une sorte de hobereau du Moyen-Âge qui serait revenu dans le monde moderne par une porte dérobée donnant sur un studio de radio et qui viendrait constater à quel point le monde pouvait être absurde avec y compris avec la démocratie, avec tout ça. Vous avez fait comme ça un personnage hors du temps. Est-ce que c'était volontaire? C'est à partir du moment où vous vous trouvez pas par hasard, parce que vous avez voulu y aller, ça correspond à la naissance de mon fils. Et là, j'ai commencé ça, c'est en 80. C'est Jacques Martin, paraît-il, qui vous avait trouvé hilarant dans un dîner, qui a dit à Philippe Bouvard... Non, moi je connaissais, j'avais rencontré Martin à Bora Bora des années plus tôt, quand on naviguait dans le Pacifique. Je connais Martin depuis 1970. Donc... Et il m'avait dit, souvent il m'avait dit, qu'on s'était marré en Polynésie, il m'avait dit, viens avec nous faire ça. Il dit, attends, c'est métier, je peux aller, moi. Enfin, il y avait des génies, il y avait Jean-Yann, il y avait... Ouais, mais moi, j'ai été pris par autre chose. Et puis un jour, j'étais mis devant une réalité. J'avais un fils qui est né en 80, donc et je pouvais continuer à faire le con, mais un petit peu moins quand même. Il faut assurer le gîte et le couvert, sérieusement. Donc là, j'ai commencé à travailler mais je l'ai fait souvent avec plaisir, parfois même avec bonheur. Quand je me retrouvais avec Martin, Yann Le Luron, comme on se voyait la nuit, le soir, et qu'on se retrouvait chez Castel, on était au travail de façon accidentelle. C'était assez sympa. Ça a été, Vous avez fait Super Nana aussi avec Patrick Sébastien, qui lui aussi est un de vos amis. Mais je me suis bien marré avec Patrick en faisant ça. Et puis le problème, c'est que nous, quand on débarque, on va pas être nommé vice-président de la SNIAS ou président du Crédit Lyonnais, quoique peut-être qu'ils y gagneraient, mais bon, c'est pas dans les mœurs. Puis les places sont prises par les grandes intelligences qu'on croise en ce moment. Mais on se dit que il faut prendre les métiers où ça peut aller vite parce qu'on a à vendre un regard. Puis comme j'étais assez marrant quand même. Puis j'étais photographe. J'avais appris la photo en faisant de la peinture. Comme je faisais la peinture en bâtiment, j'avais peint les studios d'un photographe. Il avait pas trop de sous, donc il pouvait pas trop me payer, mais il m'avait donné la chance dans les années 62, 63, quoi, d'apprendre la photo. À l'époque, ça coûtait trop cher. Personne ne pouvait faire de photos. Et lui, il me prêtait un Leica toute l'après-midi. Il me développait les photos le soir pour m'apprendre. Donc, moi, j'ai toujours fait des choses pour faire des choses, quoi. Mais jamais comme une finalité. Qu'est-ce que vous avez trouvé intéressant dans le showbiz tel que vous l'avez côtoyé? Parce que c'est un monde totalement différent du vôtre, en réalité. Mais vous avez bien dû y trouver quelque chose d'intéressant, non? Pour le curieux que vous êtes.
Après tout, c'est un voyage. Vous avez été touriste, là. Ben non, j'étais pro. J'étais pas touriste. Hein. Professionnel, oui, c'est vrai. Vous étiez payé pour être là. Non, mais pro, j'étais bon, quoi. Donc, je faisais pas semblant. Non, j'ai bien aimé les hommes parfois, parce qu'il y a des, j'ai rencontré des belles pointures, quoi. Hein, c'est vrai, Bouvard, Martin, Le Luron, Yann, Sébastien, quelques autres. Barclay. Des gens, c'est marrant, ouais. Grande intelligence, grande discrétion, grande finesse. Ouais, Eddie était vraiment marrant. Eddie était tout l'opposé dans le fond, du signe extérieur, c'était un de homme, ce côté ostentatoire qu'il avait, qui devrait pas vous plaire, ça, normalement. Oui, mais c'était un énorme trompe-l'œil. Le mec qui était derrière avait rien à voir avec ça. Si, j'aimais bien. Moi, je me suis régalé avec eux. Mais c'était pas ma finalité. Moi, ma finalité, c'était pas de vivre... Bien entendu, c'était de repartir en mer. C'était en attendant. Donc, étant qu'à être à terre, cette compagnie-là était pas si désagréable que ça, si on réfléchit. Vous dites, Olivier de Kersauzon, j'étais marrant. Ça veut dire que vous l'êtes plus? Je sais pas. Vous parlez d'une époque, vous dites donc à cette époque-là, j'étais marrant. Ça veut pas dire que vous ne l'êtes plus. Mais je sais pas si ça dépend. Moi, j'arrive à être drôle dans les circonstances ou lorsque, voilà, c'est tout. Je n'ai pas dit je peux être sûrement marrant à certaines heures. Ça dépend avec qui. On ne fait pas rire tout le monde, monsieur. Vraiment? Est-ce que c'est inquiétant quand on ne fait pas rire quelqu'un qui vous intéresse, par exemple, une femme? Ouais, je sais pas. Ça vous est jamais arrivé? Je vous répondrai pas là-dessus. Petit cochon, occupez-vous de vos affaires. Est-ce qu'il y a des endroits sur Terre, Olivier de Kersauzon, où vous n'êtes jamais allé et vous vous dites il faudra absolument que j'y aille? Non, pas du tout. Aucun? Non. Ça veut dire que vous êtes allé partout ou ça veut dire que vous en fichez de ne pas y être allé? Non, je suis allé partout sur mer et sur terre, j'en ai à peu près rien à foutre. Donc le problème est réglé. Ça m'intéresse pas du tout. Pourtant, vous êtes arrivé à écrire Ocean Song et Dieu sait si vous nous faites part de ce que vous voyez quand vous êtes c'est des choses que j'ai abordées par la mer, c'est tout. Dès qu'il n'y a pas le bord de mer, je sais pas, ça me... C'est vrai que vous enfoncez pas dans les terres, hein? Non, 20 km maximum. Maximum. Ah ouais. Ah si, des endroits où je suis allé, je voulais pas aller. Venise, je voulais pas aller, parce que je croyais que c'était Montmartre en plus vulgaire. Puis j'adore. Je trouve cette ville hallucinante. Là, j'y retourne parce que j'ai un chantier naval à voir. Je suis vachement content de retourner à Venise parce que c'est quand même l'idéal, quand même une ville où on a juste la mer entre les maisons et les rues sont faites avec de la mer. C'est formidable. Oui, formidable. mais en même temps, il y a tellement de monde. Je les vois pas, moi, dans ce cas-là. Comment faites-vous? Tout le monde voit tout le monde. Venise, c'est même pour ça qu'ils ont inventé le carnaval. C'était parce qu'ils en avaient marre d'être vus. Je les vois pas. Non, écoutez, je les vois pas. D'abord, quand vous circulez avec votre pilote sur un canot, vous voyez rien. Hein. C'est facile de naviguer à Venise? Non, c'est pas facile. Et il faut bien. Moi, j'ai la chance d'avoir un bon gondolier. Un pilote de canot qui est un grand virtuose. Donc rien que le voir manœuvrer, ça me fait plaisir. Moi, j'aime bien les manœuvres bien faites. Et donc c'est marrant. Je connais la lagune par cœur. Je trouve ça extraordinaire. Vous dites que vous êtes allé partout sur les mers, vraiment. Il n'y a pas une mer au monde sur laquelle vous n'avez pas navigué. Sauf les mers fermées, là, la mer Noire. Qui s'appellent mer parce que c'est salé, mais c'est pas de la mer. Ouais. Non, les autres mers, je suis allé partout. Ouais. Ça va pas vous paraître une question stupide, mais laquelle vous avez préférée? Ça sera pas la première qui me paraîtra stupide voilà. pour vous mettre à l'aise. Laquelle avez-vous préférée? Est-ce qu'il y a une mer dont vous vous dites c'est là que j'aimerais finir? Non, j'ai jamais envisagé le monde dans ces termes. Moi, j'ai pas envie de finir d'abord. Et non, J'ai du mal à imaginer, Olivier de Kersauzon, vous n'avez pas jamais pensé à la fin. On dit toujours que les marins veulent absolument finir en mer. Alors soit parce qu'ils vont se noyer, soit parce qu'ils toujours, mais quel genre d'idiots vous croisez à longueur de temps pour pouvoir me sortir des écrivains qui naviguent pas. Les mecs, c'est les mecs qui naviguent pas, qui décident que le marin qui meurt en mer de trouver ça délicieux. C'est vraiment des trucs d'idiots, mais chromés. Ou alors veulent se faire incinérer et qu'on jette leurs cendres à la mer. Mais c'est encore des trucs d'idiots. La mort est obscène déjà. La mort, c'est un truc très moche. Donc ça arrive le jour où ça arrive, ça n'a pas grande importance. Mais de là à dire ça, il est mort en mer, il doit être content. Arrêtez, je crois qu'il faut être très con pour formuler des choses. Non, j'avais pas pensé. Il est mort en mer, il doit être content. Mais plutôt, j'aimerais finir en mer, comme les acteurs pourraient avoir le fantasme de finir sur scène. Non, moi j'aimerais pas finir déjà. Ouais.
Donc, à partir du moment où on n'a pas envie de finir, l'idée d'en déterminer le lieu me paraît quelque chose d'obscène. Déjà, ça s'arrêtera quand ça s'arrêtera, voilà. Mais à mon avis, c'est plus grave de finir que de finir en mer ou de finir dans vos ravissants studios. De finir, c'est finir qui est. Moi, j'ai trop de regrets des gens que j'ai aimés qui ont disparu pour que trouver que finir, ce soit une belle histoire. Je trouve ça moche, moi, de finir.